Je viens sur un sujet qui est bien connu de cette commission, qui compte dans ses rangs plusieurs personnalités expertes du domaine. Le sujet, à la vérité, n'est pas neuf. Et je crois que c'est un de ceux qui est le plus présent dans nos permanences, qui est le plus souvent évoqué, notamment en ville et dans les circonscriptions urbaines. Le droit au logement est régulièrement proclamé, répété sur tous les tons par tous les gouvernements. Mais ce que l'on va dire en euphémisant, c'est qu'on n'en voit pas très bien les résultats. Et beaucoup de personnes sont toujours très étonnées d'apprendre que c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution, qui est répété, qui est ceci et qui est cela, parce que ce n'est pas ce qu'ils vivent. Au contraire, les rapports que nous recevons sur le sujet sont toujours souvent consternants, le plus souvent très émouvants, quand ils donnent des exemples particuliers. La Fondation Abbé Pierre en particulier, chaque année, fait une présentation qui nous consterne tous, quelles que soient nos opinions et nos engagements. Elle nous permet de comprendre que, cette année en tout cas, que ce que nous avons vécu, nous autres, à Marseille, le 5 novembre, avec l'effondrement de 2 immeubles, n'est naturellement pas une réalité réservée à la seule ville de Marseille et à sa population. Il y a 4 millions de personnes, selon la Fondation Abbé Pierre, qui sont dans une situation de précarité du logement. Il y a 900 000 personnes qui sont privées de logement personnel, avec des situations ubuesques, comme ces jeunes adultes de 25 ans qui sont dans l'obligation de retourner vivre avec leurs parents. 500 000 personnes sont comptées dans ce cas. Et l'habitat indigne qui a proliféré dans tout le pays va se trouver bientôt être le lieu d'une conjonction de crises. Non seulement l'habitat est indigne, les gens qui s'y trouvent vivent une vie d'enfer, mais avec le changement climatique et le déversement de trompes d'eau dans certaines régions du pays, l'habitat indigne, qui est souvent le plus fragile, va être le premier à s'effondrer, à s'écrouler, et vous verrez bientôt que ce ne sera pas qu'une spécialité de la ville de Marseille, où en effet l'habitat indigne est particulièrement nombreux et a bénéficié de toutes sortes de protections, elles aussi indignes. La fondation de l'Abbé Pierre, je citais il y a un instant, je pourrais citer plus accablant pour nous Français parce que ça nous pince, celui de la rapporteuse de l'ONU, c'est étonnant, de la situation du logement en France, alors que nous sommes parmi les premières puissances mondiales et les toutes premières quant à la richesse accumulée. Le rapport qu'elle a établi pointe du doigt notre pays et c'est toujours à regret qu'on lit des choses de cette nature. Comme celle qu'elle a pu écrire quand elle dit que, puissants comme nous le sommes, nous ne devrions pas, alors que la France doit veiller à ce que le droit au logement soit respecté, en particulier face à la montée du sans-abrisme. La France étant la 6e économie mondiale, il est inacceptable que le sans-abrisme ait atteint des proportions de crise et que de nombreuses personnes meurent dans la rue. Et elle conclut « Je suis inquiète de la financiarisation du logement en France ». Permettez à un insoumis de vous dire que, quant à nous, nous situons dans la financiarisation du logement les causes essentielles de la crise que nous vivons. Alors là, les chiffres explosent sans aucune ambiguïté. D'abord, au contraire de toutes les autres fournitures, je mets des guillemets à fournitures, qui étaient faites à la population de notre pays, comme par exemple les fournitures alimentaires, qui ont baissé d'une manière considérable au cours des 30 dernières années. On peut dire que la paysannerie de notre pays a payé le mieux vivre du salariat. À l'inverse, le logement, qui est une autre dépense contrainte et incontournable par les familles, a lui connu une évolution de ses prix qui indique qu'un acteur est là présent et qui fait son travail. Si la richesse du pays a progressé entre 2000 et 2009 de 14%, les profits, eux, ont progressé de 17%, mais dans le domaine de l'immobilier, les profits immobiliers, eux, ont augmenté de 60%. Dans certaines villes, comme vous le savez, la situation nous conduit à rappeler à tout le monde que les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel, mais certains ont l'air de le croire. Que les prix à Paris aient augmenté de 350% en 10 ans,
permet de comprendre aussi pourquoi, alors que le salariat employé et ouvrier représente 50% de la population active du pays, il est à peine le 4,5% de ceux qui peuvent accéder à un logement dans la capitale. Je prends la capitale non pas pour en faire un centre du monde, mais comme exemple abouti des dérives de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, à partir de là, les phénomènes sociaux d'exclusion et de sécession se sont multipliés et ils ne sont pas conformes à l'esprit français, qui est fait d'une certaine bonhomie égalitaire, qui fait que des générations durant, les milieux sociaux se sont bien sûr toujours un peu séparés, mais pas au point de l'état de sécession que nous observons aujourd'hui. Le nombre des cités fermées, alors celles des pauvres, en sécession et abandonnées par l'État, et celles des riches s'enfermant derrière des barrières dans des cités privées se multiplient. Vous en avez bien sûr plusieurs à Marseille, vous en avez plusieurs ici à Paris, et nous l'analysons comme un mauvais signe de mauvaise santé de la mixité sociale de la patrie. Alors, que proposons-nous? Ce sont naturellement des solutions dont on imagine qu'elles ne conviennent pas à tout le monde, puisqu'elles partent de préjugés, ou de présupposés, on va dire, de présupposés idéologiques et matériels qui sont souvent l'inverse de ceux que d'autres parmi nous soutiennent depuis des années. Nous leur ferons observer amicalement que le résultat des politiques qui se sont succédées, qui ont toujours été plutôt favorables à la propriété plutôt qu'à la location, donné un résultat assez désastreux, celui que je viens de vous présenter. Nous proposons de passer d'un droit formel à un droit réel, et pour cela, un certain nombre de mesures qui, bien sûr, ont un caractère drastique, je n'ai pas l'intention de le sous-estimer, mais qui s'efforcent de répondre à l'insupportabilité de la situation. Tant de gens dehors, tant de gens mourant dans la rue, tant de gens dans un habitat indigne, tant de gens vivant dans des conditions de promiscuité absolument insupportables, tout cela nécessite de vigoureuses reprises en main de la situation. Interdire les expulsions sans relogement, vous le comprenez, son objectif essentiel n'est pas tant d'interdire les expulsions que d'obliger au relogement. Et donc de ne pas accepter la situation qui consiste à pousser des gens dans la rue en s'en remettant ensuite aux circonstances pour qu'ils trouvent une solution. Et évidemment, cela nécessite qu'un droit nouveau soit ouvert qui garantisse à chacun le respect de sa propriété, de ses investissements. C'est pourquoi nous proposons l'instauration d'une sorte de sécurité sociale du logement où la cotisation de tous permet d'offrir une garantie universelle des loyers. Et à partir de là, s'enclencherait un cycle vertueux qui permettrait de libérer les locataires de l'obligation de trouver un répondant personnel, ce qui souvent met les familles dans l'embarras. Un cercle vertueux parce que dès lors que les logements, les personnes logées et hors d'état de payer leur loyer ne seraient plus maîtres de la situation, puisqu'il y aurait la garantie universelle, alors sans doute les autorités et l'autorité de l'État pourraient fonctionner d'une manière plus libre pour obliger au relogement et évidemment au déplacement des personnes concernées. Enfin, l'État, c'est à lui de décider où s'applique le permis de louer de manière à soustraire cette autorisation, comment on va dire ça d'une manière euphémisée, aux arrangements locaux et aux amitiés coupables qui peuvent conduire à des moments de cécité ou de bienveillant aveuglement à l'égard des situations insupportables. Alors, pardon, voilà. Et enfin, que l'État reprenne la main quand les communes se mettent hors la loi. Ce n'est pas juste que certains préfèrent payer les amendes plutôt que d'avoir des logements sociaux dans leur commune. J'ajoute qu'il n'est pas acceptable que d'autres aient trouvé des astuces aussi lamentables que quand ils mettent en commun dans une métropole ou une agglomération ou plusieurs communes, on ait étendu l'évaluation de la proportion de logements sociaux à l'ensemble ainsi constitué. Si bien que ça ne fait qu'aggraver la ségrégation sociale et l'accumulation des cas d'un côté et de l'autre. Alors enfin, il s'agit de faire nation commune. 30% de logements sociaux dans toutes les communes urbaines, une taxe sur les hautes transactions immobilières pour financer la lutte contre les logements indignes. J'achèverai en vous disant que
Combien de temps il me reste, Président, que je n'aille pas vous saouler avec trop de paroles? Vous saoulez personne, je pense. Vous êtes quelques minutes. 4-5 minutes, ça D'accord. Alors, il me reste 4-5 minutes pour vous dire. Vous résumez le contenu des articles et vous dire que j'ai dû ajouter des articles additionnels après les auditions que nous avons réalisées. Et donc, peut-être... allez, j'y vais. Alors, sur la sécurité sociale du logement, l'article 1 propose d'interdire le concours de la force publique, représentant la légitimité de la loi et de l'État, pour expulser quelqu'un s'il n'y a pas eu de proposition de relogement. Bon, pour ne pas s'en remettre à rien, d'ailleurs, expulser les gens et puis les laisser se débrouiller. L'article 2 crée une garantie universelle des loyers, ainsi je viens de vous le dire, pour permettre le maintien dans le logement des personnes qui ne peuvent plus payer de loyer, tout en respectant les droits du propriétaire. L'article 3 supprime le système des cautions privées qui n'a plus lieu d'être dans le cadre d'une garantie universelle des loyers, ainsi que je viens de le résumer. Le deuxième ensemble d'articles, ce sont des propositions pour stopper la spéculation et la ségrégation. La proposition de loi encadre les loyers. L'article 4 instaure un encadrement des loyers dans les grandes agglomérations. Il permet de faire baisser les loyers de 20%. Cette mesure peut paraître assez spectaculaire. Je voudrais vous dire qu'elle est en œuvre aujourd'hui à Berlin et que les gens n'ont pas l'air de s'en porter plus mal. Tout au contraire, on voit le loyer baisser. La proposition de loi renforce les obligations de construction de logements sociaux. L'article 6 porte le quota minimum de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants à 30% du parc de logements. L'article 7 transfère automatiquement au préfet la délivrance des permis de construire, qui est pour l'instant de la compétence du maire, lorsque, je dis bien, lorsque la loi n'est pas respectée en matière de construction de HLM. Il ne s'agit pas de supprimer la décision de permis de construire des maires, mais seulement dans le cas où la loi est violée délibérément, parce que la loi l'est toujours délibérément sur des décisions d'aussi longue portée que celle du logement. Pour éradiquer les logements indignes, il faut la contrainte, puisque tout le reste n'a pas marché. L'article 5 rend obligatoire un permis de louer dans toutes les zones répertoriées comme ayant un nombre important de logements indignes, car cette connaissance est tout à fait possible. Pour éradiquer les logements indignes, il faut de l'investissement public. C'est pourquoi l'article 8 crée une taxe sur les hautes transactions immobilières ou les transactions immobilières de très haut niveau financier pour financer l'Agence nationale de l'habitat. Les amendements du rapporteur, après les auditions que j'ai menées, le premier supprime le bail mobilité. J'en suis désolé pour mes collègues de La République En Marche, je crois que vous êtes trompés. Avoir mis le bail mobilité n'a fait qu'aggraver les choses et la situation des pauvres gens qui voient leur droit à vivre dans leur logement devenir une sorte de monnaie fluide. Le deuxième supprime les congés pour vente, car là encore, décider que l'on expulse son locataire parce qu'on doit vendre son bien sans attendre l'exécution du bail est une mesure qui déséquilibre totalement les rapports entre propriétaires et locataires. Enfin, la suppression de la mutualisation intercommunale des quotas SRU, c'est ce que je viens de vous mentionner, le refus que l'on décide de tout concentrer à un endroit et de ne continuer à rien faire à l'autre. Enfin, la suppression de la comptabilisation pendant 10 ans des logements sociaux vendus dans les quotas SRU. Là encore, je vais faire de la peine à mes collègues de la majorité, mais que voulez-vous ? Tout de même, vous avez un peu exagéré. Qu'on vende des logements sociaux et qui continuent à être considérés comme des logements sociaux pendant 10 ans dans la comptabilité, ça s'appelle de la publicité malhonnête, hein, parce que ce n'est pas vrai, ce ne sont plus des logements sociaux. Surtout que ceux qui se vendent, vous le savez comme moi, et pour ceux qui ont été élus et qui sont élus de grandes agglomérations urbaines, ceux qui se vendent en général, c'est les beaux morceaux. Hein. Les beaux morceaux qui se vendent finalement assez cher et qui donnent lieu à de la revente extrêmement aisée. Là, les propriétaires sont bien heureux, les premiers achetants, mais ensuite, très vite, le quartier change complètement de nature. La boboisation se fait en très peu de temps, et après les bobos, les très riches, et avec les très riches, la fin de toute vie sociale. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté.